Un hypnothérapeute peut prendre le contrôle et faire faire à des gens des choses qu'ils ne veulent pas faire. Non, 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 pas dans le contexte de l'hypnose médicale. Au contraire, l'objectif de l'hypnose, c'est d'accompagner le patient ou la patiente pour lui permettre de changer lui-même ou elle-même sa perception. L'objectif, j'entends bien, mais imaginez un médecin hypnothérapeute mal intentionné. Est-ce qu'il peut effectivement avoir ce pouvoir? Non, 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 il n'y a pas de... On ne fait pas faire au patient quelque chose que lui ne veut pas faire. Voilà. Et c'est certainement l'image de l'hypnose de musical, de spectacle, qui donne cette idée. D'une certaine façon, ça cause du tort. D'abord parce que les patients qui viennent à l'hypnose médicale ont une appréhension, et il faut d'abord discuter, échanger, expliquer ce que va être l'hypnose médicale. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Et ensuite, ça cause un peu de tort parce qu'il y a aussi certains confrères, certains collègues médecins qui ont une image faussée de l'hypnose, même si aujourd'hui l'hypnose se répand de plus en plus dans les hôpitaux. Donc oui, cette image de l'hypnose de spectacle et de musical, ou de ce que l'on appelle aujourd'hui aussi la street hypnosis, l'hypnose de rue qui se développe, c'est la même chose que l'hypnose de spectacle. On se balade dans une rue avec une caméra et on fait de l'hypnose de spectacle avec les passants. C'est une mauvaise image, ça communique une mauvaise image. Mais sur le principe, l'hypnose de spectacle ou ce que vous faites dans une séance d'hypnose, la technique est la même ou pas? Parce que c'est pas faux ce qu'ils font, ils hypnotisent aussi. C'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. L'hypnotiseur de spectacle utilise le même processus hypnotique que l'on utilise dans le cadre médical. Je trouve qu'il ne fait pas la même chose. Non, sur le principe. Oui, non, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est pour avoir été un peu, entre guillemets, victime de ça. En 2 secondes, on tombe, alors que vous mettez un peu discuter, ça se passe en d'autres conditions. Absolument, pour plusieurs raisons. Si le processus est le même, c'est-à-dire on passe par les mêmes phases de l'hypnose, il y a des phases qui sont identifiées dans le processus hypnotique, dans le cadre du soin, ce n'est pas du tout la même hypnose. D'abord, on ne peut pas sélectionner les patients suggestibles comme peuvent le faire les hypnotiseurs de spectacle. On ne peut pas se payer ce luxe-là dans le cadre hospitalier ou dans le cadre de la consultation. Et d'autre part, on cherche à accompagner encore une fois le patient dans le cadre médical. Alors que dans le cadre du musical, on veut imposer une suggestion à un patient pour qu'il réalise l'ordre qui a été donné. Le contexte est très différent. C'est vraiment l'intentionnalité du contexte qui change tout. Alice demande quels thérapeutes sont autorisés à pratiquer des séances d'hypnose. Est-ce qu'il faut forcément être médecin? Non, on n'est pas obligé d'être médecin pour être hypnothérapeute, mais il y a aussi des psychologues, des chirurgiens dentistes qui se forment à l'hypnose, et il y a aussi de plus en plus de paramédicaux, des infirmiers, des sages-femmes. Il y a plusieurs diplômes reconnus par les facultés, des diplômes universitaires et même un diplôme interuniversitaire d'hypnose médicale. En France, l'essentiel étant, lorsque vous consultez un hypnothérapeute, de bien vous renseigner sur ses qualifications. Faut-il y croire pour que l'hypnose fonctionne? Martine pose la question. Peut-être que certains ne sont pas suggestibles du tout. Oui, mais non, il n'est pas nécessaire d'y croire. L'essentiel, c'est d'être de bonne volonté, de vouloir faire l'expérience de l'hypnose. C'est la première des choses. De se laisser accompagner, plutôt de se laisser faire. Parce qu'on retrouve aussi souvent, c'est vrai, ce que vous avez dit madame, la notion de la peur de perdre le contrôle, alors qu'il y a certainement une notion de lâcher prise. Et dans l'expérience de l'hypnose médicale, on accompagne le patient vers le lâcher prise. Mais en aucun moment, c'est quelque chose qui lui est imposé. Vous parlez des différents diplômes, Virginie nous dit que dans le monde de la formation et du coaching, elle voit pulluler les masters en hypnose ericksonienne. Elle voudrait savoir ce que vous en pensez. On peut être un bon praticien de l'hypnose, on peut faire une bonne hypnose sans être professionnel du soin. Lorsqu'on fait appel à l'hypnose dans le cadre de la santé, dans le cadre d'un soin, il est important de faire appel à un médecin, un psychologue, un clinicien. L'hypnose, ce n'est qu'un outil qui se rajoute au bagage du professionnel. Lorsque l'on est coach, on peut utiliser l'hypnose parce que ça prend aussi certaines techniques de communication. D'accord. Vous étiez, pendant ces séances d'hypnose, vous aviez l'impression d'être complètement parti et quasiment endormi ou anesthésié, ou vous aviez l'impression d'être parfaitement consciente que vous étiez au cabinet, que c'est un médecin qui vous parle? J'étais parfaitement consciente et surtout en grande confiance. Et ça, c'est important. Mais j'ai senti un bien-être. Un bien-être au fil des séances, un bien-être qui était plus psychologique ou physique, ou les deux? Moi, je dirais physique. Aussi, ça. Physique, parce que psychologique, on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment de problème à ce niveau-là. Donc c'était plutôt la douleur. La douleur, voilà, c'est ça. C'est surtout au niveau de la nervosité. Ça excite tous les nerfs, c'est ça le problème. Mais ça calmait vraiment la douleur. Et ça calmait les douleurs. Déjà le fait de, je dirais, de moins y penser. De moins se concentrer dessus, donc automatiquement
et puis d'être plus calme. Alors l'hypnose est très utilisée pour soulager les problèmes de stress et d'anxiété. Notre équipe a suivi une séance chez une psychologue, un sujet signé Marie Guyot et Véronique Bourges. Dites-moi, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, comment est-ce que ça va? Qu'est-ce qui va mieux? Oui, ça va nettement mieux. Je me sens bien plus détendue, plus apaisée, etc. Ça vraiment, c'est très agréable. Si Charlotte a recours à l'hypnose, c'est pour calmer une anxiété devenue handicapante. C'est aujourd'hui sa 3e séance. J'avais une boule d'angoisse en fait, au niveau du ventre. Et puis ça se manifestait aussi dans les troubles du sommeil. Et puis mentalement, on est encombré, on n'est pas libre en fait, c'est ça la sensation. Prenez le temps juste de vous ressentir posé là et ce qui vient comme sensation lorsque vous êtes posé là. Chez les personnes anxieuses, le passage par le corps est essentiel. Quand elles portent attention au corps, à la sensation qui leur vient, tout de suite, dans une espèce d'immédiateté, la pensée s'arrête. On n'est plus dans le ressassement, donc dans l'anxiété, mais on est plus dans la sensation qui vient. Sensation qui, en général, devient de l'apaisement très rapidement. Si vous voulez bien, portez attention aux mains qui sont posées là, sur la couverture. Voilà, ressentez bien la texture de la couverture sous les doigts, et voyez s'il y a une sensation de légèreté qui vient. Comme on est au plus près du patient, qu'on est dans cet accompagnement, dans cette écoute thérapeutique, on lui montre la voie en quelque sorte. Quand on est hypnothérapeute, on est nous-mêmes dans un état de détente, de bienveillance, qui fait que la personne finit par y aller très volontiers. Vous continuez à aller là où vous devez aller. Cette séance aura duré une 20aine de minutes. Faites une grande inspiration et ouvrez les yeux. Comment ça va? C'est un peu comme la dernière fois où je passe par un endroit, j'ai pas envie d'aller. Une fois que ça a été... Ça c'est clair, Ouais. ça s'ouvre. L'hypnose s'inscrit dans les thérapies brèves. Et le but étant vraiment que les personnes repartent rapidement avec une autonomie. Et à chaque fin de séance, j'encourage effectivement, quand c'est le cas, quand je pense que c'est bon pour la personne, de pratiquer l'auto-hypnose chez eux. Alors je vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Gardez bien cette légèreté, laissez-vous porter par ce petit vent. Merci. Charlotte reviendra dans 15 jours pour une prochaine séance d'hypnose. Vous aviez une question, monsieur? Oui, je peux parler de moi, mais non, ça fascine tout le monde. Endormir, moi, par des enfants endormir, hypnotisés par Mesmer. Quand vous dites que 10% des personnes sont suggestibles, c'est-à-dire qu'on peut être très sensible, c'est ça, à ce genre de choses? La répartition dans la population, c'est 10% de personnes sont hyper suggestibles à la suggestion. C'est-à-dire, on va vous donner une suggestion qui ne menace pas votre intégrité morale, par exemple, et vous allez répondre à la suggestion de façon presque mécanique. Ça, c'est les 10% de la population. 80% de la population sont moyennement suggestibles, c'est-à-dire qu'il va falloir un certain temps, un certain travail ou un contexte et des conditions particulières pour que la personne intègre la suggestion et y réponde. Et enfin, les 10 derniers pourcents, ce sont des personnes qui sont résistantes à l'hypnose. Il est possible de faire de l'hypnose avec elles, mais c'est plus long, plus complexe. Quand vous dites suggestible, on pense tout de suite influençable, faible... Mais non, Michel, mais forcément. Non, vous inquiétez pas. On peut vous suggérer plus facilement parce que vous êtes... Rassurez-vous, Michel. Non, c'est bon, d'accord. Okay. Je vous remercie, je vais pouvoir y aller. Non, on dissocie bien les deux choses. La suggestibilité, ce sont des échelles qui ont été, il y a plusieurs décennies maintenant, qui ont été formalisées. Et la suggestibilité, c'est la notion de répondre à une suggestion, c'est-à-dire une proposition directe verbale. Ce qui n'a rien à voir avec le caractère ou une force de caractère. C'est de l'empathie plutôt. Non, essayez pas non plus, qui vous donne la en fait, c'est une force de caractère qui vous permet d'accepter la parole de l'autre, voyez-vous. Exactement. Alice demande combien de temps ça dure une séance d'hypnose et combien ça coûte en moyenne. Alors c'est très variable. En moyenne, il est difficile de dire que l'on fait une séance d'hypnose thérapeutique en moins de 40 minutes. Donc en moyenne, c'est 45 à 60 minutes. Le prix est très variable. À l'hôpital, c'est le prix du ticket modérateur. C'est une consultation hospitalière, mais tout à fait remboursée.
En libéral, ensuite, ça dépendra du médecin et s'il y a une feuille de soins qui est faite, ou en tout cas sur une durée de 45 à 60 minutes, c'est forcément un tarif qui sera un peu plus élevé que les 20 et quelques euros de consultation. D'accord. Françoise, les résultats ont été... Disons que je continue à pratiquer en auto-hypnose. Oui, alors, Parce que je souffre vous avez appris l'auto-hypnose, du coup, Voilà, exactement. J'ai fait à peu près 10 séances. Oui. Et jusqu'à ce que je sois capable, il y a eu une rechute, donc jusqu'à ce que je sois capable à le faire au moins une fois par jour à la maison, ne serait-ce que 10 minutes. Une fois par jour, parce que vous sentez venir la douleur Non, ou de manière systématique? de manière systématique, et puis la nuit, lorsque j'ai trop mal, D'accord. pour me rendormir. C'est quelque chose que vous apprenez aussi fréquemment aux patients, l'auto-hypnose? Oui, c'est quelque chose de très très important. L'hypnose, ça permet de modifier des sensations, des perceptions ou des représentations. Mais ça entretient justement une souplesse dans cette perception et cette capacité à modifier les représentations que l'on a, par exemple d'une douleur ou d'une maladie, voire d'un traitement. Mais une fois que l'on a remis de la souplesse et que le patient est capable de changer sa perception, la perception doit être entretenue dans cette souplesse. Et on conseille vraiment au patient de reproduire chez lui l'expérience hypnotique. Ça peut durer une dizaine de minutes, pas besoin que ce soit beaucoup plus long. Mais c'est quoi la différence avec la méditation dans ce cas-là de l'auto-hypnose? Oui, c'est très similaire à la méditation. Ça peut ressembler à la méditation. Mais peut-être ce qui est important à préciser, c'est que il est bien de continuer à faire de l'auto-hypnose même quand on est bien. C'est-à-dire on a consulté pour un symptôme, un problème de santé, on va mieux par l'hypnose, on pratique l'auto-hypnose, on va de mieux en mieux, et quand il nous semble être débarrassé du problème, on a tendance à repartir dans le tourbillon de la vie quotidienne et de ne pas prendre cette bulle de 10 minutes de temps. Ce temps de pause. Or, elle est essentielle parce que c'est elle qui entretient cette souplesse qui permet de mettre à distance un petit peu les problèmes. À qui s'adresser pour apprendre des techniques justement de l'auto-hypnose, forcément avec un hypnothérapeute, on peut faire ça sur internet? Alors, avec un hypnothérapeute, c'est le plus simple. Il vaut mieux s'adresser à un professionnel de la santé et de l'hypnose pour pouvoir apprendre l'auto-hypnose. Mais vous avez aujourd'hui beaucoup de bouquins sur le rayon des librairies spécialisées qui traitent du sujet, et pour peu que l'on soit sensible au sujet et qu'on ait une certaine capacité à s'absorber, tout à fait possible d'apprendre quelques techniques, mais sur internet aussi, vous faites bien en parler, il existe aussi des accompagnements qui sont tout à fait valables. Alors, on va voir un autre sujet. Marilyn demande si l'hypnose peut aider à stopper les grignotages sucrés. Oui, ça peut. C'est une bonne indication, effectivement. On a tendance, dans le cadre des grignotages, dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, à se retrouver du côté du patient dans une sorte de dissociation un petit peu Jekyll et Hyde. Quand je vais grignoter, je sais que je ne dois pas grignoter, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller grignoter. Or, l'hypnose permet de casser ce cycle-là et de reprendre vraiment conscience de est-ce qu'il y a une faim ou est-ce que c'est quelque chose de compulsif, est-ce que c'est un réflexe, et on remet un fonctionnement naturel dans l'alimentation. Voilà, un autre reportage peut-être mais je pense qu'on n'aura pas le temps sinon. Oh, j'aime bien celle-là. Et on le fera après si on a le temps. Bon, d'accord, ok. L'hypnose est également très utilisée pour accompagner la maladie, notamment le cancer. Notre équipe a suivi Dominique lors d'une séance chez son hypnothérapeute, reportage Marie Guyot, Christian Gall. Est-ce que je peux vous demander de fermer les yeux? Et puis j'aimerais là que vous vous mettiez au point zéro, c'est-à-dire là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a 3 ans et demi, Dominique, 56 ans, apprend qu'elle a un cancer du sein. Elle choisit alors l'hypnose pour l'accompagner dans la maladie. Pendant le traitement du cancer, j'ai eu des peurs, on a des soucis, des angoisses, on a peur de la récidive. Tout le domaine médical fait peur et j'avais besoin surtout de retrouver une quiétude, une sérénité et qu'on m'enlève ces angoisses que j'ai dès qu'il faut retourner au bloc ou dès qu'il y a les examens de contrôle. Opération, chimiothérapie, radiothérapie, pendant des mois, son corps a été malmené. Est-ce que là on peut dire que ça correspond à un niveau de déséquilibre qui est le vôtre aujourd'hui? Alors, laissez les yeux fermés et on va remonter, enfin vous allez remonter tout doucement et vous allez essayer de retrouver votre équilibre. L'hypnose accompagne les différents moments, les différents temps de la maladie. Tant l'acceptation du diagnostic par exemple, que la capacité à combattre la maladie, l'anxiété du monde médical, de la blouse blanche, ou toutes ces choses-là, et puis la renaissance, la reconstruction. Alors à présent, l'ancrage est horizontal. Alors vous ressentez toujours ce flux, cette force, et à présent les racines peuvent descendre depuis vos mollets, vos cuisses, vos mains, vos coudes, comme
les exercices passent par le corps, on est dans cette dimension d'accepter même les parties qui peuvent avoir des séquelles, qui vont moins bien, on accepte toutes les parties du corps. Et donc on est dans une idée de le réinvestir totalement. On va dire que ça m'a beaucoup aidé dans la douleur cérébrale que l'on a, de perte de son image, perte de confiance. On passe d'une vie active à une vie médicale, donc on prend les choses différemment avec l'hypnose. Vous pouvez faire confiance en toutes les parties de votre corps, toutes celles qui sont intactes, qui possèdent toute leur force pour venir épauler les parties qui souffrent. On pourrait peut-être dire que vous êtes en train de renaître à la vie. Ça permet par des analogies et des métaphores aux gens de se plonger dans d'autres ressources. Imaginez que, ressentez que. Alors on peut, pourquoi pas, ressentir quel effet fera la guérison. Vos paupières plus légères vont pouvoir s'ouvrir afin de retrouver le contact. Dans quelques mois, Dominique achèvera sa reconstruction mammaire et continuera à s'appuyer sur l'hypnose. Je suis partie loin, dans un bon tunnel. Dans un bon tunnel, plus clair que celui que je viens de vivre pendant plusieurs années. Et retrouver un autre chemin. Voilà, c'est zen comme métier. Une dernière question. Peut-on soigner par l'hypnose un enfant qui a des tics répétitifs et variés, demande Carla. On peut absolument utiliser l'hypnose chez les enfants. Ça marche très très bien, ils sont très sensibles à l'hypnose, ils partent... À partir de quel âge on demande? En réalité, à partir de tout âge, sauf que la technique hypnotique ne sera pas la même lorsqu'il n'y a pas le développement du langage. On utilisera une hypnose qui relève plus de la sensorialité, de l'enveloppement, des sensations, ou de la musicalité des mots, ou de la parole qui accompagne. Mais c'est une forme d'hypnose. Très bien. Nicolas va être rassuré. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre, Dr Fédor, est aussi le grand livre de l'hypnose, c'est chez Erol. Voilà.